Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'implication des États-Unis dans la lutte contre le dérèglement climatique. Nous allons voir quels sont les changements de position des États-Unis face à la question climatique au niveau international depuis 1979. Donc au début des années 70, sous Nixon, les États-Unis sont les premiers à poser la question climatique à l'échelle internationale. Est alors organisé le sommet de la Terre en 1972 à Stockholm. C'est une conférence organisée par les Nations Unies qui aboutira à la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement et à la Déclaration de Stockholm. En 1977, l'administration Carter crée le département de l'énergie. C'est un groupe d'études qui a pour but de comprendre l'influence des émissions de dioxyde de carbone sur le climat. Donc il publie en 1979 le rapport Charney qui met officiellement en évidence le phénomène de réchauffement climatique. Sous l'administration Reagan, il est impensable de remettre en cause la croissance du pays au profit de la lutte pour le climat. Donc pour eux, la solution réside dans l'innovation technologique. En 1988, c'est la création du GIEC, une organisation soutenue à l'époque par les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces pays se réservent ainsi la possibilité d'orienter et même de retarder les réglementations climatiques à leur convenance. Sous le président démocrate Bill Clinton et son vice-président Al Gore, une politique extérieure volontariste est mise en place. En 1997 est adopté le protocole de Kyoto, un traité qui engage les pays développés à réduire leurs émissions de 5% en moyenne par rapport au niveau de 1990. Mais un rejet du Sénat américain à l'unanimité, avec la résolution de Byrd-Hagel, empêche la ratification de ce protocole, vu plutôt comme un obstacle à l'économie américaine. Donc après son arrivée au pouvoir en 2001, George W. Bush retire les États-Unis du processus, soucieux de protéger les intérêts pétroliers états-uniens. Notons que les États-Unis sont les plus gros consommateurs, producteurs et importateurs d'énergie dans le monde à l'époque. Ces reculs dans la lutte pour le climat font évidemment réagir. À l'échelle nationale, déjà des États démocrates comme la Californie encouragent des investissements sur les énergies renouvelables et décarbonées, tout en menant donc une politique de réduction des émissions. À côté de ça, les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil commencent à prendre de l'importance dans les négociations. Ils parviennent à imposer de nouvelles politiques comme celle de l'adaptation, qui consiste à s'adapter au dérèglement climatique, autant sur les plans agricoles face aux sécheresses qu'urbains face aux canicules. Donc la COP 15 de Copenhague en 2009 est un véritable échec. Le GIEC misait sur un accord entre les pays développés pour verser des centaines de milliards de dollars au PMA. Mais les États-Unis préfèrent se concentrer sur leur rivalité avec la Chine. C'est sous la pression de pays émergents comme le Brésil et l'Afrique du Sud que les deux puissances finissent par s'accorder sur des négociations qui mèneront à la COP 21 en 2015. Donc la COP 21 se révèle être un succès avec le retour des États-Unis dans les négociations climatiques. Le texte prévoit de, je cite, limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Barack Obama le rectifie par décret afin d'éviter de renouveler l'expérience des accords de Kyoto. Et en 2017, on assiste au retrait des États-Unis des accords de Paris par un décret du président Donald Trump. Donc cela se traduit par l'annulation du Clean Power Plan qui consistait à développer les énergies renouvelables et décarbonées comme le nucléaire. Et non, à la place, Donald Trump a préféré agir au nom de son slogan America First. Donc en effet, les États-Unis choisissent de servir uniquement leurs intérêts et considèrent leur croissance économique et leur rivalité avec la Chine comme une priorité. Et continuent évidemment de miser sur le développement des énergies fossiles. Donc face au désengagement de l'État américain, le mouvement We Are Still In, qui regroupe des villes, des États et des universités, décide de faire pression sur le gouvernement. Ils sont soutenus par des ONG, des tribus indiennes et des sociétés telles que Microsoft ou Amazon. Élu en 2020, le président Joe Biden annonce la réintégration des États-Unis dans l'accord de Paris avec pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050. Donc l'administration américaine mise sur la technologie avec le captage du CO2 plutôt qu'entamer un processus de sobriété énergétique. Ce qui rappelle bien la politique de Reagan. Donc notons que cette technique profite aux industries pétrolières, un scénario qui leur permet évidemment d'écarter toute remise en cause de la croissance économique. La réélection du président climato-sceptique Donald Trump en 2024 vient refluctuer totalement la direction qu'avaient pris les États-Unis en matière d'écologie. Cela se traduit par le retrait de l'accord de Paris par décret présidentiel, la mise à terme au plan international de financement climatique des États-Unis, cela sans citer la poursuite de la course au développement face à la Chine et aux nombreux investissements dans les énergies fossiles. Bien sûr uniquement dans les intérêts des Américains au nom du slogan Make America Great Again, en clair les mêmes objectifs qu'avait fixé Donald Trump lors de son premier mandat.
Ainsi, depuis les années 80, les États-Unis ont à la fois joué un rôle fondateur dans la lutte contre le dérèglement climatique et un rôle de frein. En effet, la croissance économique du pays dépend beaucoup des énergies fossiles. Plus rivaliser avec la Chine en matière de développement continue d'être une préoccupation pour les États-Unis qui ont du mal à concilier écologie et course à la technologie.